Alors bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui au Printemps de l'économie et à cette occasion, je vais vous introduire cette session. Je suis Anastasia Melakrinos, présidente du Conseil étudiant du Printemps de l'économie et fondatrice de l'Éco en Schéma, qui est un site de pédagogie économique autour d'infographies que je crée moi-même avec d'autres étudiants parfois. Donc la question que nous allons aujourd'hui nous poser est une question qui revient souvent dans le débat public. Est-ce qu'il y a trop de charges sur le travail ? Cette question, à mon avis, a commencé à émerger dans les années 80 avec le début de la remise en cause de notre système de protection sociale. Ce système, basé sur une logique assurantielle, c'est-à-dire où chacun reçoit selon ce qu'il a cotisé, fonctionnait bien dans l'économie fordiste de plein emploi des 30 Glorieuses. Après les deux grandes crises pétrolières qui ont eu lieu dans les années 70, 3 changements majeurs sont arrivés. Le chômage de masse, l'augmentation de la durée de vie et la remise en cause de l'État-providence. Le système assurantiel s'est progressivement transformé en système assistentiel où on considère que chacun doit avoir droit à la protection sociale. Mais le financement, c'est toujours fait en majorité par les cotisations sociales. Et ainsi, les réformes récentes de Macron, notamment avec la CSG, qui s'inscrit dans le rebasculement du refinancement, a été mal comprise par la majorité des citoyens. La question de trop de charges sociales me semble être plutôt trop par rapport à quoi et trop par rapport aux autres pays, par rapport aux prestations associées, trop par rapport aux autres sources de financement. Donc la question de trop de fiscalité du travail doit se poser depuis au moins 40 ans, et voyons si aujourd'hui les réponses ont changé. Je donne à cette occasion la parole à notre animatrice. Merci. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cette présentation sur la fiscalité du travail était intéressante, et j'ajouterai que la baisse du coût du travail est un peu une obsession française. Alors on va le voir avec les 3 intervenants qui sont à mes côtés. Sarah Perret, qui est économiste fiscaliste à la division des politiques fiscales et des statistiques à l'OCDE. François Ecal, qui est président de l'association Finances publiques et économie FIPECO. Et Benjamin Delosier, qui est sous-directeur des politiques sociales et de l'emploi, service des politiques publiques à la Direction générale du Trésor. Alors c'est avec vous, Sarah Perret, que nous allons démarrer. Comme nous l'avons vu, le thème, c'est celui de la fiscalité du travail. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Et est-ce que vous pourriez nous dresser un panorama rapide du poids de la fiscalité sur le travail, alors en France, mais également au regard de ce que font nos voisins de l'OCDE ? Oui, et déjà bonjour à tous. Je vois que le micro marche, donc c'est déjà une bonne chose. Je vais peut-être, pour répondre à votre question, d'abord expliquer de façon un peu générale de quoi on parle quand on parle de fiscalité sur le travail, et ensuite j'essaierai de situer la France par rapport au reste de l'OCDE dans ce domaine. Alors, la fiscalité sur le travail, de quoi on parle ? En fait, en France, la fiscalité sur le travail regroupe 3 composantes. D'abord, les cotisations sociales, donc ce sont à la fois les cotisations salariales et patronales, qui sont prélevées sur les revenus du travail à des taux proportionnels et qui ouvrent droit aux prestations sociales. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est l'impôt sur le revenu, qui, comme vous le savez probablement, est lui prélevé selon un barème progressif, donc ça veut dire que les taux augmentent avec le revenu. Et pour l'impôt sur le revenu, les recettes, elles ne sont pas affectées à un but spécifique, c'est au gouvernement de décider ce qu'il va faire des recettes de l'impôt sur le revenu. Et enfin, 3e pilier, c'est la contribution sociale généralisée, la CSG, qui a été créée en 1991 avec l'idée d'élargir, d'étendre les sources de financement de la protection sociale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une nature un petit peu hybride, quelques aspects qui la rendent proche des cotisations sociales et d'autres qui font qu'elle ressemble plus à un impôt sur le revenu. Elle est prélevée à taux proportionnel. Les recettes sont affectées à la protection sociale, comme dans le cas des cotisations sociales, mais par contre, elle n'ouvre pas directement droit aux prestations sociales, et en ça, elle diffère des cotisations sociales. Et c'est important aussi, la CSG, elle est prélevée sur l'ensemble des revenus, donc les revenus du travail, les retraites et les revenus du capital également. Donc vous voyez, c'est une assiette, c'est une base d'imposition qui est large. Et on verra aussi que, en fait, la CSG, c'est une spécificité française, en tout cas, elle n'a pas d'équivalent dans les autres pays de l'OCDE. Alors. Maintenant qu'on a vu de quoi il s'agissait, la question c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait quels sont les objectifs qu'on essaie d'atteindre avec la fiscalité sur le travail. Comme avec tout impôt, on essaie d'abord de collecter des recettes qui permettront de financer les dépenses, les investissements publics. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1.
Deuxième objectif, c'est un objectif d'équité. On va essayer à la fois par le barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais aussi par la redistribution, d'avoir une répartition des revenus qui soit plus égalitaire. Avec les cotisations sociales, on oblige aussi les travailleurs à cotiser pour se protéger contre des risques futurs. Et en ce sens, on peut aussi parler d'un objectif d'assurance sociale. C'est le cas des assurances chômage, maladie, famille, etc. Et enfin, en parallèle de tous ces objectifs, on va essayer d'éviter ce que j'appelle les effets désincitatifs. De quoi il s'agit? Eh bien, si vous avez une fiscalité sur le travail qui est trop forte, ça pourrait potentiellement décourager un employeur d'embaucher des travailleurs parce que ça lui reviendrait trop cher, mais ça pourrait aussi avoir des effets directs sur le travailleur lui-même qui se dit bon, bah, si la plupart de mon salaire ou si une grosse partie va finir prélevée en impôts et en cotisations sociales, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de travailler. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces objectifs et de ne pas créer d'effets désincitatifs. Ça, c'est simplement sur le rôle redistributif des impôts et des prestations sociales pour rappeler qu'il passe à la fois, la redistribution, elle passe à la fois par les impôts et par les prestations sociales. Ce graphique, il montre les inégalités de revenus qui sont mesurées par le coefficient de Gini. Et plus il est compris entre 0 et 1, et plus il est proche de 0, plus la répartition des revenus est égalitaire dans les pays. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur le graphique? Donc le petit point bleu, le petit cercle bleu en haut, c'est le coefficient de Gini avant toute forme de redistribution. Au milieu, le petit point vert, c'est le coefficient de Gini après les transferts sociaux, mais avant les impôts. Et enfin, le point rouge, c'est les coefficients de Gini après les transferts sociaux et les impôts. Donc on voit que dans tous les pays de l'OCDE, il y a une forme de redistribution via les impôts et les prestations sociales qui peut être plus ou moins forte, qui est très faible dans certains pays, par exemple le Chili ou le Mexique, où les inégalités restent très importantes même après la redistribution. Et on voit qu'en France, on a plutôt un système qui est redistributif, mais que la redistribution, elle passe essentiellement par les transferts sociaux et que l'impôt joue un rôle direct plus limité dans la réduction des inégalités. Donc ça, c'était un peu en guise d'introduction, si vous voulez. Maintenant, on peut regarder un peu plus précisément la fiscalité et la fiscalité sur le travail. Donc ce graphique, il montre les recettes fiscales totales qui sont collectées par les pays de l'OCDE rapportées à leur PIB. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la France, qui est en rouge sur le graphique, c'était le pays de l'OCDE avec les recettes fiscales en pourcentage du PIB les plus élevées en 2017. La France a collecté des recettes fiscales équivalentes à 46,2% de son PIB en 2017, contre une moyenne dans les pays de l'OCDE d'environ 34,2% du PIB. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France a atteint un record de prélèvements obligatoires si on regarde les recettes fiscales en pourcentage du PIB dans l'OCDE. Donc ça, c'est vraiment le niveau global. Donc on voit qu'il est effectivement élevé. Maintenant, on peut regarder aussi la composition des recettes fiscales. Et donc ça, on compare la composition des recettes fiscales en France et dans l'OCDE en moyenne. Donc la France est en rouge, l'OCDE est en bleu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les cotisations sociales sont particulièrement élevées en France. Elles représentent à peu près 37% des recettes fiscales de la France. Et si on compare à la moyenne de l'OCDE, vous voyez que c'est plutôt 26%. Donc on a un système qui repose très très fortement sur les cotisations sociales et encore plus que la plupart des pays de l'OCDE. Maintenant, si on regarde les impôts sur le revenu, donc là on est tout à gauche du graphique, et dans ce graphique, les impôts sur le revenu comprennent la CSG pour le cas de la France. Là, on voit que les impôts sur le revenu, donc un impôt sur le revenu plus CSG, représente 19% du total des recettes, alors qu'en moyenne dans les pays de l'OCDE, les impôts sur le revenu représentent à peu près 24% du total des recettes. Donc finalement, les impôts sur le revenu en France ont un rôle comparativement limité par rapport au reste de l'OCDE, en tout cas au pourcentage des recettes fiscales. L'autre grosse assiette d'imposition, c'est la consommation. La TVA représente 15% du total des recettes de la France et les autres impôts à la consommation, environ 9%. Alors c'est beaucoup, mais vous voyez que c'est un peu moins quand même que dans les pays de l'OCDE en moyenne. Et enfin, vous voyez que les impôts sur les sociétés et les impôts sur le patrimoine représentent, eux, des sources plus limitées de recettes fiscales. Mais là, on est dans une situation qui est assez comparable finalement à ce qui se passe ailleurs dans l'OCDE en moyenne.
Ces graphiques, maintenant, ils montrent l'évolution de la part des cotisations sociales qui sont en orange, de l'impôt sur le revenu qui est en bleu clair et de la CSG dans le total des recettes fiscales depuis 1970. Et donc, on compare la France, encore une fois, à la moyenne des pays de l'OCDE. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ça confirme plusieurs des messages que je viens de dire. Ça confirme déjà la faiblesse de l'impôt sur le revenu en France par rapport à la moyenne de l'OCDE, qui s'explique par plusieurs facteurs. Le fait qu'il y ait plus de la moitié des ménages qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu en France, par exemple. Le fait qu'il y a beaucoup de niches fiscales qui font que même si vous avez des taux affichés élevés, finalement, ça limite le potentiel de recettes. Vous avez également ces graphiques qui confirment le poids des cotisations sociales, encore une fois, par rapport à l'OCDE. Et vous avez, ce que je vous disais en introduction, ces graphiques qui confirment la spécificité de la France avec la CSG, qui n'a pas d'équivalent dans les pays de l'OCDE. Et on voit son poids grandissant dans les recettes fiscales de la France depuis sa création. Alors, la structure de la fiscalité sur le travail, elle est importante. Elle pose des questions, on l'a dit, sur les effets désincitatifs possibles, notamment via les cotisations sociales, à la fois sur les travailleurs et sur les employeurs. Mais ça pose aussi des questions d'équité, parce qu'on voit que finalement, les cotisations sociales, qui ne sont pas progressives, à part au bas de l'échelle des salaires, on pourra en parler, la CSG qui n'est pas progressive non plus, on voit que ça représente quand même un gros morceau de la fiscalité et qu'à l'inverse, l'impôt sur le revenu qui lui est progressif finalement joue un rôle comparativement limité. Donc des questions d'efficience économique et puis des questions également d'équité. Donc là, j'ai 2 slides maintenant qui prennent... donc là, on a regardé un peu la perspective macro à l'échelle du pays. Maintenant, on se place de la perspective d'un individu pour voir quel est le poids de la fiscalité à l'échelle individuelle. Et ça, c'est un indicateur que je vous présente là. C'est un indicateur qui est mesuré chaque année par l'OCDE. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend le cas type d'un célibataire qui gagne le salaire moyen dans son pays et on regarde la somme à la fois de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales que cet employé, que ce travailleur doit payer en pourcentage de son salaire brut. Et donc, vous voyez que ce taux global d'imposition, donc encore une fois, qui prend en compte l'impôt sur le revenu et les cotisations salariales, vous voyez qu'il est très élevé dans des pays comme la Belgique, l'Allemagne. Il est aussi élevé en France, il est à peu près à 29,2%. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 29,2%, pour clarifier les choses ? C'est que les salariés français qui gagnent le salaire moyen en France paient à peu près 30% de leur salaire brut en impôts et en cotisations salariales. C'est ça que ça veut dire. Et dans le graphique, vous voyez aussi des petits points rouges, blancs, qui montrent ce qui se passe dans le cas d'une famille où vous avez une famille, 2 enfants, un apporteur de revenus qui gagne le même salaire que notre célibataire. Et vous voyez que dans la plupart des cas, la charge fiscale, elle est réduite parce que généralement, les pays de l'OCDE accordent des aides familiales qui réduisent la charge fiscale sur les ménages avec des enfants. Donc une imposition élevée, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien évidemment, ça veut dire une forte réduction du salaire net, du salaire réellement touché à la fin par le travailleur. Donc ça a déjà des implications en soi en termes de pouvoir d'achat. Et puis comme on l'a dit, ça peut potentiellement aussi avoir des effets sur l'offre de travail par les travailleurs, même si en fait la littérature empirique, les études empiriques montrent que ça dépend vraiment du profil des travailleurs. Ça n'affecte pas tout le monde pareil, la fiscalité. Donc voilà, donc ça c'était vraiment de la perspective du travailleur. Maintenant on se place dans une perspective plus globale, et ça aussi c'est un indicateur qui est mesuré chaque année par l'OCDE, qui s'appelle le coin fiscal. C'est un nom un peu étrange, je le reconnais, mais voilà, ça s'appelle comme ça. En anglais c'est tax wedge. Et donc l'idée, c'est que là, on prend en compte, comme dans le graphique précédent, l'impôt sur le revenu, les impôts sur le revenu, les cotisations salariales, mais en plus de ça, on prend en compte les cotisations patronales et on fait une somme de tout ça qu'on mesure en pourcentage du coût de main-d'œuvre. Et donc là, la situation elle est un petit peu différente par rapport à ce qu'on a vu dans le graphique précédent. La France, vous la voyez avec la flèche rouge là, elle est toujours derrière la Belgique, elle est toujours derrière l'Allemagne, mais par contre, vous voyez qu'elle fait quand même partie des pays avec la fiscalité totale sur le travail parmi les plus élevées de l'OCDE. Et encore une fois, c'est en partie lié au poids des cotisations patronales, comme vous le voyez sur le graphique. Pour vous donner simplement les chiffres, donc ce coin fiscal, ce taux global d'imposition, pour un célibataire au salaire moyen, il était de 47,6% du coût de main-d'œuvre en France,
Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Ça veut dire qu'un employé, il va toucher uniquement, après le paiement des cotisations patronales, le paiement des cotisations salariales et l'impôt sur le revenu, que 52,4% de ce qu'il a coûté à la base à son employeur. Et encore une fois, on peut se poser en termes de pourquoi est-ce que c'est problématique, puisqu'on l'a dit, ça réduit le revenu dont disposent au final les travailleurs, mais ça peut aussi avoir des effets désincitatifs. Et je pense qu'on en reparlera. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Sarah. Alors François Eka, les économistes distinguent souvent les prélèvements obligatoires sur la consommation et sur les deux autres facteurs de production que sont le travail et le capital. Comment la France se situe-t-elle par rapport à ses voisins européens, justement en termes de prélèvements obligatoires? Bonjour. Je vais continuer les comparaisons internationales, mais sous un angle un petit peu différent. Comme vous venez de le dire, les économistes distinguent souvent les trois assiettes sur lesquelles on peut prélever des impôts et cotisations sociales, des prélèvements obligatoires, que sont le travail, le capital, les deux facteurs de production, et la consommation. Alors, décomposer les prélèvements obligatoires selon ces trois assiettes pose des problèmes méthodologiques compliqués. Je ne veux pas rentrer dedans, mais c'est possible, et c'est fait régulièrement par la Commission européenne, qui vient d'ailleurs de publier les résultats pour 2017 et que je vais utiliser dans les graphiques suivants. Alors, premier tableau et graphique, premier tableau représente les prélèvements obligatoires en pourcentage du produit intérieur brut. Si on prend le total, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, un taux de prélèvement obligatoire en France de 46,5 qui est nettement supérieur à la moyenne européenne, de la zone euro d'Union européenne et à l'Allemagne. Comme l'a dit Sarah tout à l'heure, nous avons la médaille d'or des prélèvements obligatoires de l'OCDE. On a longtemps été dépassés par les pays scandinaves, mais nous les avons rattrapés. Nous sommes désormais les premiers. Si on regarde d'un peu plus près, les prélèvements sur le travail, on est aussi nettement au-dessus des autres, avec un prélèvement qui représente 24% du PIB contre 19 à 21% dans l'Union européenne ou la zone euro. Les Allemands ne sont pas très loin de nous. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là où on se distingue nettement des autres, c'est aussi sur les prélèvements sur le capital. Sur les prélèvements sur le capital, ils représentent en France 11 points de PIB contre une moyenne dans l'Union européenne ou la zone euro d'à peu près 8,5. Et en Allemagne, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. En revanche, si on prend les prélèvements sur la consommation, on est un petit peu plus au-dessus des autres. On 6 au lieu de 11 à peu près en la moyenne européenne, mais pas beaucoup plus que les autres. Alors, ça se voit encore plus si on prend les mêmes prélèvements, mais si on montre ce qu'ils représentent en pourcentage du total des prélèvements. Donc le total, il est égal à 100. On s'aperçoit que finalement, pour ce qui est des prélèvements sur le travail, ils représentent à peu près la moitié des prélèvements obligatoires. C'est comme dans le reste de l'Union européenne. Les Allemands prélèvent beaucoup plus, en proportion, relativement. En revanche, c'est plutôt sur les prélèvements sur le capital qu'on prélève relativement plus. 24% du total des prélèvements contre plutôt 21-22% dans l'ensemble de l'Union européenne. Et les Allemands, beaucoup moins. Et puis, ça renvoie à ce qui vient d'être dit par Sarah. Pour ce qui est des prélèvements sur la consommation, on a plutôt tendance à prélever un peu moins. 25% contre 27 ou 28% dans l'Union européenne ou la zone euro. Pardon. Alors, ça renvoie à un graphique qui vous a été présenté tout à l'heure pour l'ensemble de l'OCDE, mais là j'ai pris les grands pays de l'Union européenne, comparables à la France. Les prélèvements obligatoires sur le travail en 2017 en pourcentage du PIB, vous voyez que la France est au-dessus, mais avec la Suède. La Suède est même d'ailleurs un tout petit peu en dessous de nous. Il y a un groupe de pays, la Belgique, la Suède, ce qui renvoie d'ailleurs à des taux d'imposition qu'on voyait dans les graphiques tout à l'heure pour la Suède et la Belgique, des taux d'imposition du travail qui sont quasiment aussi élevés ou voire plus élevés qu'en France. Mais bon, la moyenne européenne est en dessous, et puis on a des pays qui sont nettement en dessous, comme le Royaume-Uni ou l'Espagne. Alors si on regarde un peu plus près ces prélèvements sur le travail, là encore,
on voit qu'en France, ce sont les cotisations sociales qui représentent, en pourcentage du PIB, ont un poids particulièrement élevé. Et à l'intérieur des cotisations sociales, c'est plus particulièrement les cotisations sociales employeurs. Alors là, on est très nettement au-dessus de tous les autres pays. Pour les cotisations sociales salariales, c'est un peu moins évident. On est dans la moyenne, en fait. Ce qui nous distingue vraiment, c'est les cotisations patronales. Les prélèvements obligatoires sur le capital, on est nettement au-dessus des autres. Bon, les Belges ne sont pas très loin, les Italiens et les Anglais ne sont pas très loin non plus, mais la moyenne est quand même nettement en dessous et l'Allemagne est nettement en dessous. Alors, je n'ai pas fait les graphiques, mais si on creuse un peu ces prélèvements obligatoires sur le capital, on voit que ce qui distingue particulièrement la France, c'est les prélèvements obligatoires sur le stock de capital, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires sur la détention du capital. Sur la détention du capital, c'est le célèbre ISF, il existait encore en 2017, mais c'est beaucoup plus important, par exemple, les taxes foncières. En termes de rendement budgétaire, c'est bien plus important que l'ISF. Donc les prélèvements sur la détention du stock de capital et les prélèvements sur la transmission du stock de capital. Les prélèvements sur la transmission du stock de capital, c'est les droits de succession ou c'est les droits de mutation que vous payez lorsque vous acquérez un bien immobilier. Ces prélèvements, globalement, ces prélèvements sur le stock de capital, ils représentent en pourcentage du PIB, ils sont 2 fois plus élevés à peu près en France que dans la moyenne européenne. Donc, nous nous distinguons en France par des prélèvements obligatoires sur le travail et particulièrement les cotisations patronales beaucoup plus élevées, des prélèvements sur le capital beaucoup plus élevés, mais particulièrement les prélèvements sur le stock du capital. En revanche, ça renvoie à ce qui vient d'être dit, les prélèvements sur les revenus du travail et les revenus du capital ne sont pas plus élevés en France. Parce que ces prélèvements sur les revenus du travail et du capital, ils passent par l'impôt sur le revenu, essentiellement par l'impôt sur le revenu et la CSG. Et comme vous l'a montré Sarah, l'impôt sur le revenu et la CSG en France, en pourcentage du PIB, c'est moins que la moyenne européenne, nettement moins, même si on y met la CSG, et même si on y met la CRDS, et puis des différents prélèvements qui s'ajoutent sur les revenus du capital. Donc ça aussi, ça nous différencie des autres pays. Et après, c'est les recommandations, c'est pour On va les garder pour tout à l'heure. Merci François Ecal. Je vais passer maintenant la parole à Benjamin Delosier. Alors, on vient de voir avec François Ecal les prélèvements obligatoires, leur poids par rapport à nos voisins européens et au CDE. Dans quelle mesure ces prélèvements peuvent-ils favoriser l'offre de travail? Bonjour à tous. Oui, quand on voit, comme l'avait montré Sarah Perret, qu'on a des cotisations sociales très importantes en France, des prélèvements sur le travail qui peuvent être importants, on peut se poser la question, est-ce que ça va jouer sur l'offre de travail? Est-ce que la population française aura un intérêt financier à travailler ou est-ce que ça va le brider? En fait, il va y avoir 2 questions. Plutôt en bas de la distribution, est-ce que les gens vont avoir un intérêt financier suffisant à travailler? Et puis des questions en haut de la distribution sur plutôt d'attractivité. Alors, en bas de la distribution, ce qui compte pour savoir si j'ai envie de travailler, c'est si je vais gagner 100 € de plus, la question que je me pose, c'est sur les 100 € de plus que mon travail va m'apporter, combien j'en aurai vraiment de plus à la fin du mois? Est-ce qu'on va me prendre 40 €, 50 €, 90 € d'impôt sur ces 100 € de plus? Donc c'est la question du taux marginal qui est importante. Et après, je vais essayer d'introduire d'autres subtilités. En fait, on peut ne pas mettre tous ces prélèvements obligatoires sur le même plan. On a dit on peut distinguer 2 types de cotisations. Les cotisations qui sont contributives, qui vont m'ouvrir des droits de façon différée. C'est les cotisations à la retraite et au chômage. Plus je contribue à la retraite, plus j'aurai de droits à la retraite. Donc ça, comme j'ai un droit différé qui est directement lié à ma contribution, certains individus, dans certaines circonstances, peuvent considérer que c'est une forme de revenu différé et donc que ce prélèvement obligatoire-là, même s'il est pris à l'instant T, comme c'est du revenu différé, il est moins violent, il ne va pas me désinciter et je vais le considérer comme une forme de revenu, mais que j'aurai plus tard. Donc on peut avoir envie d'exclure ces prélèvements contributifs d'une partie de l'analyse. Et puis il y a les prélèvements non contributifs, les autres cotisations, où là je cotise, mais de toute façon les droits que j'ai sont indépendants de mes cotisations et donc là c'est vraiment un prélèvement qui me pèse et qui peut me désinciter. Donc, j'ai envie de prendre en compte les prélèvements marginaux et je peux vouloir me restreindre qu'aux prélèvements contributifs.
Mais comme Sarah Perret l'a montré, notre système il est aussi très touché par les prestations sociales en France. C'est même, comme vous l'avez montré, ça qui fait beaucoup la redistribution. Et quand je gagne 100 € de plus, je peux me poser la question de combien d'impôts je vais devoir payer sur ces 100 € de plus, mais aussi combien de prestations je vais perdre si je gagne 100 € de plus. Donc j'ai envie de prendre un taux marginal qui prenne à la fois en compte le système fiscal, mais aussi le système social. Et il se trouve que comme c'est les prestations qui font beaucoup la redistribution en France et qu'elles touchent beaucoup les ménages modestes, cette question des prestations va être essentielle pour les incitations à travailler des ménages modestes. En France, les prestations représentent environ 70% du niveau de vie des ménages du premier décile, les 10% les moins aisés, contre seulement 0,3% pour le premier décile. Donc on voit que c'est vraiment très centré sur le premier décile. C'est pour ça qu'elles sont redistributives. Et les impôts, c'est relativement l'inverse. Les impôts directs et les cotisations non contributives, j'ai dit que je me centrais sur les non contributives, elles pèsent davantage sur le niveau de vie des ménages les plus aisés. C'est 30% pour le dernier décile, les 10% les plus aisés, contre 2% pour le premier décile. Donc la question qu'on se pose, c'est quand on prend maintenant ces cotisations, enfin ces prélèvements incluant les effets des prestations et de la fiscalité, est-ce qu'on a des bonnes incitations à travailler, notamment pour les ménages modestes? Alors ici, je décompose justement le système, une partie du système tel qu'il existe aujourd'hui. En bleu, vous avez vos revenus du travail. Donc en abscisse, c'est le revenu du travail. En ordonnée, c'est le revenu que vous avez après avoir travaillé en incluant les prestations et les impôts. Donc le triangle bleu, il est très simple, il dit juste que quand vous gagnez 1 € du travail, a priori, vous avez 1 € du travail. Donc c'est pour ça que c'est la première bissectrice. On a rajouté à ça des transferts. Le triangle vert, c'est le RSA. Le RSA, ça a été rajouté pour que ceux qui gagnent 0 ne se retrouvent pas avec 0 de revenus à la fin. Enfin, ceux qui gagnent 0 de revenus de travail ne se retrouvent pas avec 0 à la fin du mois. Et on leur donne à peu près de l'ordre de 500 €. Donc vous voyez, tant que vous avez gagné suffisamment peu d'argent pour bénéficier du RSA, le RSA complète votre revenu pour que vous ayez 500 €. Donc ça permet beaucoup de redistribution. Ça va poser un problème fondamental qui est que si on n'a que ça comme dispositif, vous voyez, si je suis bénéficiaire du RSA, si je gagne 1 ou 100 € de plus, en fait, c'est autant de RSA que je vais avoir en moins. Donc à la fin, mon revenu du travail, mon revenu total à la fin du mois, il n'aura pas changé. Et donc, si j'ai que le RSA, j'aurais mis une très forte désincitation à travailler. C'est pour ça qu'on a rajouté d'autres dispositifs. Et je vais vous parler de la partie jaune, qui est la prime d'activité. Donc, cette partie jaune, la prime d'activité, justement, elle a été mise en œuvre pour que, à chaque fois que je gagne 100 € de plus, je me retrouve, du fait de mon revenu de travail, je me retrouve à la fin du mois avec vraiment 60 € de plus, effectivement, pour qu'à n'importe quel endroit de la distribution de salaire, je puisse avoir envie de travailler plus. C'est cette prime d'activité qui a été revalorisée en fin d'année comme une partie de la réponse à la crise des Gilets jaunes d'environ 90 € pour les gens qui sont au niveau du SMIC. Et puis à cette prime d'activité s'ajoutent d'autres prestations. Ici, j'ai tracé l'allocation logement. Et donc le revenu disponible qu'on a au total, c'est la courbe violette, alors qui est en gros juste au-dessus de la partie rouge là. Et donc, vous voyez qu'on gagne, quand on a 0 de revenu du travail, on bénéficie du RSA plus d'allocation logement. Ensuite, quand on commence à avoir un peu de revenu du travail, on a de moins en moins de RSA. Au début, de plus en plus de primes d'activité et encore de l'allocation logement. Et puis, plus on gagne, moins on touche de prestations. Mais notre système est fait pour que la courbe violette soit toujours croissante. Et donc, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit de la distribution de revenus, si vous gagnez 1 € de plus de vos revenus du travail, vous aurez vraiment un peu plus d'argent à la fin du mois. Et puis on voit qu'au bout d'un moment, il y a la courbe violette passe en dessous du triangle bleu. C'est le moment où vous commencez à être imposé à l'impôt sur le revenu. Et donc non seulement vous n'avez plus de prestations, mais en plus, à la fin du mois, on vous prend un peu d'impôt sur le revenu. Donc votre revenu final est inférieur à votre revenu du travail. Donc ça, c'est pour le bas de la distribution. Si j'ai une minute, il y a une chose qui est très compliquée avec ces prestations et ces impôts, dans les effets incitatifs, c'est l'interaction avec la familialisation. C'est qu'une partie de nos prestations et de nos impôts sont familialisés. Et ça, est-ce que ça ne va pas contribuer à me désinciter au travail? Alors, il y a un cas qui est assez connu, qui est si mon conjoint est très très aisé, gagne très bien sa vie, du coup, le taux marginal dans mon foyer fiscal, il va être élevé. Et donc moi, si je ne travaillais pas et que je me mets à travailler, comme le taux marginal il va être élevé,
le revenu de mon travail, même si je gagne qu'un demi-SMIC ou un SMIC, il va être très imposé. Et donc, c'est le cas assez connu où on peut se poser la question de l'incitation à travailler liée à la familialisation de l'impôt sur le revenu. Mais il y a d'autres cas plus subtils avec les prestations. Pour essayer d'illustrer à quel point ça peut être compliqué, je prends le cas, je me pose la question si je ne travaille pas et que je vais gagner un revenu qui est 2 SMIC. C'est cette question-là que je me pose. Soit, si je prends un premier cas dans lequel j'ai un conjoint qui est inactif, donc au début on est tous les deux inactifs. En fait, si je prends un travail qui est rémunéré 2 SMIC, je vais perdre à peu près 1 000 € de prestations. Donc c'est significatif. Alors que si je ne travaille pas mais que je suis tout seul et que je me mets à travailler à 2 SMIC, là je vais perdre que de l'ordre de 700 € de prestations. Donc on a l'impression qu'en fait la familialisation des prestations va me désinciter au travail puisque je perds plus dans le cas familial que dans le cas où j'étais célibataire. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça parce que si j'étais en couple avec un conjoint qui était rémunéré à 1 SMIC, là, je ne perdrais que 500 € de prestations. Donc en fait, le fait qu'on ait des prestations familialisées, des fois, ça va désinciter au travail et des fois, au contraire, ça va limiter ces désincitations. Donc pour le bas de la distribution, pour résumer, on a envie de regarder les taux marginaux, on a envie qu'ils ne soient pas trop élevés, en prenant en compte les prestations, mais plutôt en prenant en compte que les impôts, les cotisations non contributifs et en faisant attention à la familialisation. En France, sur la prime d'activité, pour limiter les effets potentiellement désincitatifs de la familialisation, on a rajouté une composante individuelle dans la prime d'activité. Et puis, deuxième question sur l'offre de travail, qui est finalement plus simple. On peut se poser la question pour les ménages aisés, les gens qui sont extrêmement bien rémunérés. Est-ce que les cotisations qui sont relativement élevées, comme ça a été montré précédemment, vont pas nuire à l'attractivité? Est-ce que les talents ils vont pas refuser de venir en France parce qu'ils perdent une trop grande partie de leur salaire? Ceux qui sont mobiles, on pense qu'ils sont plus mobiles, les très très qualifiés. Et donc là, les éléments d'analyse sont sur ce graphique. D'une part, on peut encore une fois avoir envie de regarder uniquement les cotisations contributives et les autres impôts et d'exclure les cotisations. On peut avoir envie d'exclure les cotisations contributives. Si je paye de l'impôt, encore une fois, mais que j'ai des droits à retraite associés, ça peut ne pas me désinciter à venir en France, parce que j'ouvrirai des droits. On a des cotisations qui sont élevées parce qu'on a fait le choix de mutualiser de nombreuses dépenses. Et puis le troisième point, c'est qu'on a aussi des régimes un peu spécifiques pour l'attractivité des impatriés qui essayent de répondre à cette problématique. Bien, merci beaucoup. François Ecal. François Ecal, je vous repasse la parole. Alors, on sait qu'il n'est pas possible de déterminer le bon niveau de ces prélèvements. Alors, c'est vrai qu'on a vu que les autres pays faisaient une manière différente de la nôtre, mais est-ce que forcément ce serait bien pour la France? Mais est-ce qu'on peut tout de même un peu esquisser des pistes de changement pour que justement on arrive à avoir des entreprises compétitives et que le site France soit intéressant pour les entreprises étrangères? Oui, en effet, il n'est pas possible de dire quel est le bon niveau des prélèvements obligatoires. Il est aussi très difficile de répondre à la question notre taux des prélèvements obligatoires est-il trop élevé? En revanche, je pense que si nous avons un taux de prélèvement obligatoire nettement supérieur à celui de nos voisins, on prend des risques. On prend des risques à la fois pour la compétitivité de nos entreprises et pour l'attractivité du territoire, aussi bien pour des entreprises qui pourraient s'installer ou non chez nous, que pour les ménages actifs qui peuvent rester ou non chez nous. Donc, on prend des risques. Et donc, si je reprends mes comparaisons internationales, elles nous suggèrent quand même fortement que nous avons des prélèvements trop élevés, à la fois sur le travail et sur le capital. Donc, en fait, il faut réduire les deux. Les prélèvements sur le travail, essentiellement, les cotisations patronales. Ce n'est pas parce qu'il faut faire comme les autres. C'est vrai qu'on a peut-être raison d'avoir un système fiscal totalement différent de celui des autres. Donc, ce n'est pas par un souci esthétique de faire la même chose que les autres pays, mais c'est parce que, comme on l'a dit, ces prélèvements sur le travail, ces cotisations patronales, elles ont des effets sur la compétitivité des entreprises, sur l'emploi et sur l'emploi finalement. Donc, il faut réduire les cotisations employeurs. Alors, la question qui se pose après, c'est quelles cotisations employeurs? Est-ce qu'on réduit les cotisations sur les bas salaires, comme on l'a toujours fait en France, ou est-ce qu'on continue à le faire globalement? Alors,
Les allègements de cotisations sur les bas salaires, ils ont commencé il y a, au début des années 90. J'en ai été un peu l'initiateur quand j'étais le prédécesseur de Benjamin Deleuzier, ici, au ministère des Finances. On s'est posé la question, comment faire pour améliorer le revenu des travailleurs pauvres, les smicards, sachant qu'il y a une tendance à la baisse de l'emploi des travailleurs non qualifiés, en France comme dans l'ensemble du monde. Comment est-ce qu'on fait? La solution qu'on a trouvée, c'est on continue à augmenter le SMIC de façon relativement importante, mais on baisse les cotisations patronales sur les bas salaires. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où il n'y en a plus, des cotisations patronales sur le SMIC. Il n'y en a plus. Bon. Donc, il va falloir trouver autre chose. Il va falloir innover. Donc, probablement, soit on innove, on fait des choses très, très innovantes du genre crédit de cotisation remboursable, comme il existe des crédits d'impôt remboursables. Ça, personne ne l'a encore fait. On ne sait pas si techniquement c'est possible. Ou alors, il va falloir se dire que les augmentations du SMIC devront être plus modérées à l'avenir. Mais si on veut effectivement augmenter, malgré tout, augmenter la rémunération des travailleurs pauvres, il y a un autre instrument qui s'appelle la prime d'activité. Le problème de la prime d'activité, c'est qu'il faut elle-même la financer parce que c'est une dépense publique. Bon, donc ça ne résout pas totalement le problème, mais c'est une solution. Donc il faut réduire les cotisations patronales avec cette difficulté que sur les bas salaires, c'est compliqué. Maintenant, la baisse des cotisations patronales sur les bas salaires, ça a quand même été le meilleur moyen de créer des emplois non qualifiés. Et nous avons toujours en France un stock d'emplois non qualifiés très important. On peut dire que la solution à ce problème, c'est la formation, c'est l'éducation, mais nous avons toujours aujourd'hui en France à peu près 15% de chaque génération qui sort sans la moindre qualification. Donc avant qu'on ait réglé ce problème, quoi qu'on fasse, il va couler beaucoup d'eau sous les ponts, et donc on aura toujours un problème d'emploi non qualifié. Bon. Mais on peut aussi imaginer baisser le niveau global des cotisations patronales. À ce moment-là, l'objectif, ça n'est plus évidemment de créer des emplois ou sauvegarder des emplois non qualifiés. À ce moment-là, l'objectif, c'est d'améliorer la compétitivité. En revanche, quelque chose qu'il ne faut sans doute pas faire, c'est ce qu'on a fait avec le CICE, c'est essayer de jouer sur les deux objectifs, les deux choses à la fois. Donc on a un machin bâtard qui est pas assez ciblé sur les bas salaires pour créer des emplois, et qui, en revanche, n'est pas assez général pour améliorer la compétitivité des entreprises exportatrices. Bon, on a essayé de faire deux coups d'une pierre. En général, ça ne marche pas. Bon. Par ailleurs, pour ce qui est des prélèvements sur le capital, il faut les baisser. Et le principal candidat, à mon avis, pour baisser les impôts sur le capital, c'est l'impôt sur les sociétés. Nous avions, en tout cas en 2017, un taux d'impôt sur les sociétés qui était parmi les plus élevés de l'OCDE. L'impôt sur les sociétés est très fragile. C'est l'impôt sur lequel la concurrence fiscale entre les États est la plus forte. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas normal, voilà, il y a des GAFA qui évitent l'impôt sur les sociétés, il faut les imposer. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On fait des tas de choses. L'OCDE fait beaucoup de choses pour essayer d'harmoniser la fiscalité, l'assiette d'impôt sur les sociétés. C'est très difficile et l'impôt sur les sociétés est fragile et je crois qu'on n'a pas le choix. Ce que le gouvernement a décidé, c'est-à-dire baisser le taux de l'IS de 33 à 25%, je pense que nous n'avons pas le choix, il faut le faire. Bon. Maintenant, une fois qu'on a baissé les prélèvements sur le travail et le capital de cette façon, si on ne veut pas augmenter le déficit public et la dette publique, et si on continue à augmenter la dette publique, on va finir aussi par avoir des problèmes, il faut le financer. Alors, il y a deux façons de financer à ce moment-là. Soit vous prenez les dépenses publiques et vous faites des économies sur les dépenses publiques. Si possible, les dépenses publiques les moins utiles. Bon, après avoir passé 30 ans, 15 ans d'abord au ministère des Finances à étudier, à faire des conseils de politique économique, et ensuite 15 ans à la Cour des comptes à contrôler ce que font les administrations, je peux vous dire que des dépenses publiques inutiles, on peut en trouver. Bon, on peut y arriver. Bon. Après, il faut avoir le courage de le faire, parce qu'une dépense publique, 1 euro de dépense publique, c'est 1 euro qui va dans la poche de quelqu'un, soit un ménage, soit une entreprise. Donc, dès que vous réduisez d'1 euro une dépense publique, vous faites des mécontents. C'est clair. Donc, il faut réduire les dépenses publiques, c'est la première solution. La deuxième solution, elle est tout aussi difficile, on vient de s'en rendre compte, c'est là aussi en s'inspirant de ce que font les autres. Les autres, ils prélèvent moins sur le travail, moins sur le capital, mais en fait, ils prélèvent plus sur la consommation. Pas n'importe quelle consommation faudrait taxer. La consommation de produits nocifs. Nocifs à la santé ou nocifs à l'environnement. Vous voyez où je veux en venir?
L'augmentation des taxes sur les carburants est indispensable. Vous avez eu ce matin une séance sur l'effet de serre, etc. Pas besoin de refaire le film. C'est nécessaire, c'est le meilleur instrument pour que les comportements soient changés et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut augmenter les taxes sur les carburants. Après, je sais, les taxes sur les carburants ont des effets anti-redistributifs, parce qu'en effet, elles pèsent plus lourdement, comme d'ailleurs la plupart des impôts sur la consommation, elles pèsent plus lourdement sur les ménages à bas revenus. D'accord ? Il y a des moyens de corriger ces effets anti-redistributifs. On en a parlé. La redistribution, ça existe, c'est possible, mais ça passe par d'autres moyens, en particulier par les prestations sociales sous conditions de ressources. Augmenter les minima sociaux, les prestations du type allocation familiale, la prime d'activité, etc. Et éventuellement cibler certaines dépenses particulières sur des ménages en zone rurale qui ne peuvent pas se passer de voiture, etc. On peut faire ce genre de choses. Mais la hausse, le transfert des prélèvements obligatoires qui étaient prévus par le gouvernement, des prélèvements obligatoires du travail et du capital vers la consommation de carburant, elle est nécessaire. Alors vous dites qu'elle est nécessaire, mais elle ne va pas être simple à mettre en œuvre. Sarah Perret, peut-être un petit point ? Oui, je voulais juste peut-être, on a le droit d'intervenir en réaction à... Bien sûr. Sur ce qui vient d'être dit, je voulais juste faire un point sur le revenu du capital des ménages, parce que vous avez montré les prélèvements obligatoires sur le capital et vous avez effectivement dit que la France, qui la caractérise, c'est plutôt les hauts prélèvements sur le stock de capital. À l'OCDE, on travaille depuis un moment sur la taxation des revenus du capital au niveau des ménages. Donc de quoi on parle ? On parle des dividendes qui seraient perçus par des ménages, des plus-values, des intérêts. Donc ça, c'est des revenus du capital. Et en fait, on a tendance à penser que dans beaucoup de pays de l'OCDE, il y a de la marge pour rehausser un peu ces impôts-là et pour introduire de la progressivité quand il n'y en a pas. En fait, ce qui s'est passé depuis les années 80, c'est que globalement, la baisse, la fiscalité sur les revenus du capital, que ce soit au niveau des entreprises ou des particuliers, elle a diminué. Vous avez un certain nombre de pays de l'OCDE, ça a commencé dans les pays nordiques, qui ont décidé de séparer la taxation des salaires, des revenus du travail, de la taxation des revenus du capital. Donc, ils ont gardé des taux assez élevés et progressifs sur les salaires. Et par contre, sur le capital, sur les revenus du capital, ils ont mis en place des taux uniques, généralement plus faibles. Donc, une flat tax, mais à un taux plus faible que ceux qui pèsent sur les revenus du travail. Et ça a été beaucoup motivé par le fait que le capital est plus mobile et donc potentiellement plus réactif à une hausse de la fiscalité. Et en fait, ça a quand même entraîné un nombre de problèmes liés à l'équité. Si vous voulez, le fait d'avoir une taxation plus faible et à taux unique sur le capital, alors que vous avez des taux plus élevés progressifs sur le travail, ça limite ce qu'on appelle l'équité horizontale. Ça veut dire que vous allez avoir des ménages qui vont avoir le même niveau de revenus, mais la composition de leurs revenus va être différente entre revenus du travail et revenus du capital. Et ces ménages-là vont être imposés de façon différente. Ça réduit aussi ce qu'on appelle l'équité verticale, qui veut que plus on est riche, plus on contribue. Puisqu'on sait que les revenus du capital, les dividendes, les plus-values, elles sont plutôt concentrées chez les ménages aisés. Et puis, ça a aussi eu l'effet pervers de faire convertir des revenus du travail en revenus du capital quand c'était possible. Donc, par exemple, si vous avez une entreprise et vous êtes dans un pays où les salaires sont fortement taxés, vous allez avoir tendance à peut-être vous rémunérer un petit salaire et par contre, vous verser des dividendes qui, eux, seront peu taxés. Donc, on pense qu'effectivement, il y a potentiellement, pour distinguer un peu quand même les différents prélèvements sur le capital, il y a peut-être là, dans certains pays, matière à rehausser un peu la fiscalité sur les revenus du capital et potentiellement à réintroduire de la progressivité là où il n'y en a pas, où il y en a peu. Et juste dernier point sur l'impôt sur les sociétés, c'est quand même un point important, effectivement, vous l'avez mentionné, le fait que le niveau, c'est important, le niveau global, mais la répartition et le fait que certaines entreprises paient effectivement plein pot alors que d'autres entreprises, en particulier les plus grosses entreprises qui ont une forte présence à l'international, sont capables de systématiquement se soustraire à l'impôt, c'est effectivement un problème. On n'a pas baissé les bras. Effectivement, l'OCDE est très active dans ce domaine pour essayer de lutter contre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale agressive pour réduire à tout prix son niveau d'imposition. Voilà.
Bien, merci Sarah, je vous repasserai la parole tout à l'heure. François Ecal, alors tout à l'heure Benjamin Delosier, excusez-moi, je me trompe de ligne. Vous nous avez parlé tout à l'heure des prélèvements qui favorisent l'offre, et maintenant, alors on va aborder ceux qui favorisent la demande. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, c'est la question miroir qui a déjà été introduite en fait par François Ecal. Si on a des prélèvements élevés, on peut se poser la question, est-ce que les gens sont incités à travailler? C'était la première question. Deuxième question, est-ce que les employeurs sont incités à embaucher, même avec des prélèvements élevés? Et notamment, ça a été déjà montré, on a des cotisations patronales qui sont particulièrement élevées en France, même si on pourra distinguer la pertinence de distinguer cotisations patronales de cotisations salariales dans la discussion. On a des cotisations patronales qui sont particulièrement élevées. Alors comment est-ce qu'on fait? François Ecal l'a introduit. Est-ce qu'on les baisse toutes ou est-ce qu'on baisse plutôt sur les bas salaires? La réponse en France, c'était de baisser sur les bas salaires. Et je vais essayer de revenir pourquoi on a fait ça. La raison pour laquelle on a fait ça, elle est expliquée sur ce graphique-là. La réponse, ce n'est pas les bâtons bleus. Les bâtons bleus, ils vous disent qu'il y a plus de gens qui sont payés proches du SMIC que loin du SMIC. Là, vous voyez, il y a 20% sur ce graphique-là des salariés qui sont entre 1 et 1,1 SMIC, et puis ça décroît ensuite. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de gens qui sont payés proches du SMIC que c'est à cet endroit-là qu'on a décidé de baisser les cotisations patronales. C'est parce que les élasticités sont plus importantes à cet endroit-là. Ce que ça veut dire, c'est que les économistes pensent que quand vous baissez de 1 euro la cotisation patronale pour un non qualifié, pour quelqu'un qui est rémunéré proche du SMIC, ça a beaucoup plus d'effet en termes de création d'emplois que si vous baissez de 1 euro les cotisations pour les salaires plus élevés. On a mis, ça fait 30 ans, comme le disait François Ecal, qu'on avance dans cette politique-là. Il y a un relatif consensus entre économistes sur le fait que pour l'emploi, pour la question d'emploi, c'est sur les bas salaires qu'il faut baisser les cotisations patronales. Donc certains économistes disent que l'élasticité est extrêmement importante, ils trouvent 2, d'autres 1,5, 1, 0,5 sur les bas salaires. En tout cas, ce qui est consensuel, c'est que cette élasticité, elle est plus élevée au niveau du SMIC que pour des salaires plus élevés. Ici, ce que j'ai tracé, c'est l'élasticité que nous, on a mis dans notre maquette, donc il y a une sorte de synthèse de ce qu'on a pu lire dans la littérature. Vous voyez, on met à peu près presque 1 d'élasticité au niveau du SMIC et ça descend progressivement jusqu'à 0,2 à partir de 2 SMIC. Et donc, ce type de raisonnement légitime complètement le fait de faire des allègements de cotisations pour l'emploi sur les bas salaires. Et ça, c'est où on arrive aujourd'hui en termes d'allègement. C'est l'accumulation de 30 ans de mise en œuvre de différents allègements. Donc, vous avez en haut un rectangle orange qui est issu du pacte de responsabilité, qui a un allègement jusqu'à 3 SMIC et demi, donc qui va très loin dans l'échelle de salaire, qui est peu important mais qui concerne beaucoup de monde. Ensuite, le rectangle rouge, c'est l'héritier du CICE. Depuis le 1er janvier 2019, on l'a transformé en allègement de cotisation jusqu'à 2 SMIC et demi, qui est lui important et qui va jusqu'à 2 SMIC et demi. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les allègements généraux en bleu, c'est le triangle bleu, qui fait qu'on n'a plus beaucoup de cotisations patronales au niveau du SMIC aujourd'hui. Et en orange, c'est ce qu'on va faire le 1er octobre. On a prévu de continuer à baisser. Il reste encore un peu de place en fait, sur les cotisations patronales. C'est ça qu'on va utiliser en octobre, où on va renforcer de 4 points encore les allègements au niveau du SMIC pour baisser autant que possible au niveau du SMIC, parce que c'est là, pour les effets emploi, qu'on s'attend à avoir un effet maximal. Et les allègements de cotisations précédents, on a pu montrer avec des études empiriques que ça avait créé de l'emploi et pour un coût raisonnable. Donc c'est pour ça que cette politique est encore renforcée. Donc si on veut baisser les cotisations, c'est la façon dont, pour les économistes, c'est le plus efficace de le faire, c'est sur les bas salaires. Et la corrélation avec création d'emplois, est-ce qu'elle est... Alors, les études empiriques arrivent bien à montrer qu'on a créé des emplois. Les vagues d'allègements généraux ont créé plusieurs centaines de milliers d'emplois. Je parle des allègements généraux, donc ceux qui sont bien centrés sur le SMIC. Sur le CICE, l'évaluation faite par le comité d'évaluation, c'est de l'ordre de 100 000. Les effets directs, quand ils prennent le bouclage macro, ils rajoutent 20 000 emplois supplémentaires. Donc, moins d'emplois créés par allègement, par euro dépensé, mais ça vient du fait que le CICE, il va plus loin, il va jusqu'à 2 SMIC et demi. Hein. Ouais. Ce que je montrais tout à l'heure, c'est que c'est plus efficace de le faire au niveau du SMIC pour l'emploi. Et le CICE, comme disait François Ecal, il a plusieurs objectifs.